Bonjour Pierre Guiton, Bonjour Monsieur Calès. Tekoya. Est-ce que, puisque vous rejoignez le Club ADEME cette année, vous êtes donc un nouvel arrivant, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment est née votre entreprise, car je crois qu'elle a été fondée assez récemment, et quel est le type de votre offre si vous voulez nous expliquer sous la forme d'un mini pitch, et puis on développera les questions après. Ok, alors comment Tekoya est né Tekoya a 2 ans et demi, mais l'histoire est un peu longue, je vais essayer de la faire courte. Je suis utilisateur depuis plusieurs années d'une technologie de purification de l'air pour ma fille qui était asthmatique. Euh, et j'en suis venu à me dire que cette technologie qui était efficace et que j'ai fait tester en laboratoire, j'en suis venu à me dire mais ce serait enfin, qu'est-ce qu'elle devient, et elle était un peu laissée à l'abandon. Donc j'ai repris une souche technologique développée dans les années 90, début 2000, que j'ai améliorée, sur laquelle j'ai reposé des brevets. Et Tekoya est né de ça, et on s'est lancé commercialement il y a 1 an. D'accord, mais vous êtes médecin, ingénieur. Quelle est votre formation d'origine et où votre background Donc professionnel? je suis ingénieur, j'ai été chercheur en R&D chez EDF en traitement de l'air à mes débuts. Par la suite, j'ai migré vers des activités de consulting technologique, puis de direction de R&D, plus dans des activités de smart home, de mobile, digital, etc. Et puis avec Tekoya, je reviens à mes premières amours et j'essaie évidemment enfin, on est en train de travailler sur des versions connectées de nos produits. Pour pouvoir les piloter à distance? Pour pouvoir surtout les faire parler en termes d'effets, hein, parce que c'est une technologie qui ne requiert... Bon, on a des idées qui changeront peut-être la donne, mais pour le moment, c'est une technologie qui ne requiert pas spécialement du contrôle commande. En revanche, c'est une technologie qui est tellement discrète qu'il est important de montrer ses effets, de rassurer l'utilisateur en particulier au début sur ses effets. Et pour ça, il faut mesurer et rendre la mesure compréhensible par le client final. Ok. Si on rentre un peu dans la technique, il s'agit de quoi? De ionisation? Alors oui, déjà, ce sont des purificateurs d'air, ça je ne l'ai pas encore dit, je crois. Et ce sont des purificateurs d'air par ionisation. Alors la ionisation est une technologie qui est connue depuis des décennies pour son effet sur les particules. Son intérêt, c'est elle permet de dépolluer les particules et les particules de toute taille, y compris les nanoparticules, ce qui la rend particulièrement attrayante actuellement. Son gros défaut historique, c'est de générer de l'ozone en particulier et d'oxyder l'air, quoi. La particularité de Tekoya, c'est d'avoir réussi à faire de la ionisation avec une émission d'ozone ultra faible. Quand on dit ultra faible, c'est environ 30 fois en dessous des seuils réglementaires. Et ça, on est les seuls à arriver à cette performance-là, qui est importante parce que l'environnement évolue tellement, l'air évolue tellement dans la vie courante en termes de température, d'humidité, etc., que la génération d'ozone est susceptible de varier énormément. Donc il est important d'être à des niveaux extrêmement faibles pour à aucun moment dépasser des seuils de toxicité pour l'homme. Oui. Alors, excusez-moi de revenir sur une question un peu à la Madame Michu, mais qu'est-ce qu'il y a véritablement comme offre concurrente? Y a-t-il d'autres procédés? Ah ben, en purification de l'air, Oui. il y en a beaucoup. Enfin, l'offre est très large, qui repose sur quelques technologies qui dominent beaucoup le marché aujourd'hui, qui sont la filtration de particules avec des filtres dits HEPA, des filtres High Efficiency Particulate, et puis des filtres à charbon actif pour absorber les gaz. Ces technologies ont un gros défaut, c'est qu'elles nécessitent de faire passer de l'air au travers de filtres, ce qui veut dire un ventilateur, ce qui veut dire de la consommation d'énergie et ce qui veut dire du remplacement de filtres. Ce qui fait que les appareils grand public de purification de l'air aujourd'hui sont des appareils qui sont gênants. C'est-à-dire c'est des appareils qu'on achète quand on a vraiment un problème à résoudre, mais c'est des appareils qui sont pas agréables à utiliser, et ce qui fait que les gens ont tendance à les utiliser dans un mode intermittent.
C'est-à-dire, je les allume vraiment quand j'en ai besoin, et encore, je ne sais pas forcément d'ailleurs quand j'en ai besoin si j'ai pas de mesureur chez moi, et des mesureurs, il y en a encore peu. Nous, ce qu'on préconise, et or, je termine, on sait aujourd'hui médicalement que la toxicité de la pollution, c'est beaucoup plus la petite pollution qu'on respire tous les jours que la grande pollution des quelques pics de temps en temps. Donc ce qui est important, c'est de se protéger en continu. Et nous, ce qu'on propose, c'est une purification de l'air en continu, qu'on dit respectueuse des gens et de l'environnement, parce qu'elle est totalement silencieuse, parce qu'elle est visuellement discrète et peut s'insérer facilement dans un logement, parce qu'elle n'a pas de pièces de rechange, et parce qu'elle est tellement peu consommatrice d'énergie qu'on peut la laisser fonctionner en permanence. Oui, je voulais dire également respectueuse de l'environnement. Pourquoi ? D'une part, je l'ai déjà dit, parce que ça consomme très peu d'énergie, il n'y a pas de pièces de rechange. Il y a un autre élément qui est que c'est une technologie qui est très robuste. Grâce au retour d'expérience des premiers prototypes qui ont été développés il y a déjà longtemps et qui sont allés jusqu'à la toute petite série, on va dire, on a quand même un retour d'expérience sur la durée de vie, et donc aujourd'hui on garantit nos produits pendant 10 ans. Voilà. Donc tout ça, quand on fait une estimation de l'empreinte écologique du produit final, comparé aux autres solutions de purification de l'air actuelles, il y a un ordre de grandeur, si vous voulez, en termes de coût global, de coût complet pour l'utilisateur, d'une part, et d'empreinte écologique. Vous avez 2 types de produits, si j'ai bien compris votre offre. Vous avez On a une gamme de 3 produits. On produits. a un produit qui est ici en photo, colonne, qui est un grand ouais. produit, une colonne fine qui fait environ 1 mètre de haut, qui est typiquement un appareil de salon, qui peut couvrir une surface de 20 à 30 mètres carrés en fonction des contextes. À Pékin, on la recommande plutôt pour 20 mètres carrés, et à Paris pour 30. Un produit de table et de chambre ou de bureau, typiquement, qui va couvrir une surface de 12 mètres carrés. Qui est un petit modèle, gros environ comme ça, comme une boîte de chaussures d'enfant. Et puis un modèle voiture qu'on vient de sortir. Très bien. Et vous en êtes dans les ventes aujourd'hui? Vous avez... Aujourd'hui, on en est à quelques milliers. Donc on s'est lancé commercialement il y a maintenant 1 an, enfin en septembre-octobre 2015. On en est à plusieurs milliers d'appareils vendus, et on est dans une période de forte accélération, parce que dès le début de Tekoya, on s'est implanté sur le marché chinois. Alors bien sûr au départ à petite échelle, mais l'échelle est en train de grandir parce qu'on a pas mal de distributeurs intéressés, donc des nouveaux distributeurs qui ont signé, avec lesquels on travaille déjà, beaucoup d'autres avec des discussions en cours. Et du coup, on se prépare un hiver en Chine qui est la période commerciale de pointe, parce que c'est également malheureusement pour eux une période de fort niveau de pollution dans le nord de la Chine. Donc on se prépare à une activité assez intense dans les mois qui viennent. J'ai remarqué une certaine fierté à produire, à concevoir en France, justement, en plus avec une porte, je dirais, de marché chinois très important. Pourquoi en fait? Et quel est, décrivez-nous exactement les avantages d'avoir fait ce choix au-delà de l'aspect qui peut paraître marketing en fait, parce que là vous auriez très bien pu le faire fabriquer en Chine, cet appareil sans doute. Oui, alors déjà il y a effectivement le marketing, mais j'y reviendrai. Moi dans le passé j'ai déjà travaillé dans des activités de fabrication de produits, et la fabrication était en Chine. Donc j'ai ma petite expérience de ce que ça veut dire en termes de gestion de la qualité, de gestion de lancement de nouveaux produits, etc., de faire fabriquer en Chine. Et ça ne collait pas du tout avec, d'une part, notre contexte de start-up, d'autre part, notre besoin et notre stratégie d'être sur du produit qualitatif, extrêmement fiable. Il nous aurait fallu une équipe assez forte en Chine pour permettre de contrôler correctement la fabrication, et encore je ne sais même pas si on aurait trouvé un sous-traitant qui était intéressé par nos volumes et qui avait les compétences pour ce type de qualité. Donc voilà, il y avait une première chose qui était simplement pour maîtriser la qualité produit, on n'avait pas d'autre choix que faire près de nous, premièrement. Et puis deuxièmement, c'est un atout marketing, c'est-à-dire que
On met conjointement Made in France et garantie 10 ans côte à côte, on parle de qualité produit. Et c'est un atout pour une clientèle chinoise qui se méfie de ce qui est fabriqué chez elle, qui a tendance à avoir une appétence particulière à ce qui est fabriqué en Occident, qui apprécie le Made in France et qui accroche à ce discours du produit extrêmement facile à vivre, efficace et de bonne qualité. Revenons sur les appréciations du marché. On a beaucoup parlé de la qualité de l'air dans les villes, de l'air, la qualité de l'air atmosphérique d'une façon générale. C'est vrai que la mesure et la qualité de l'air intérieur, ce qui est votre segment de marché, c'est un peu nouveau. Pourquoi, comment? Déjà, comment ça se développe? Et ensuite, après, de vous poser la question justement de cette approche par rapport à la sensibilité internationale, notamment comme un grand continent comme l'Asie, la Chine en particulier, mais aussi les États-Unis, où vous avez, je dirais, des velléités d'implantation et de diffusion. Comment est cette perception, justement? Alors, voilà, déjà la qualité de l'air intérieur, ce qu'on lit parfois dans les médias, ce qu'on entend, c'est que l'air intérieur est 3 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur, 5 à 10 fois, ça varie d'une année sur l'autre, et puis en fonction des sources de communication, mais il est vrai qu'on dit en général que l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Alors ça veut... c'est beaucoup trop moyenné pour être représentatif d'une situation particulière et c'est très dépendant des régions dans le monde. Effectivement, l'Europe est aujourd'hui peu développée en termes de purification de l'air intérieur parce que d'une part, l'air extérieur est certes pollué et nos seuils de tolérance, les seuils réglementaires ont tendance à baisser, donc même si la pollution globalement dans le monde occidental baisse, les seuils de tolérance, les seuils imposés par l'OMS ou par les réglementations locales baissent encore plus vite. Donc on parle beaucoup et de plus en plus de pollution de l'air. En air intérieur, la pollution elle va provenir du fait que du fait des politiques énergétiques, les bâtiments sont de plus en plus hermétiques, les niveaux de ventilation baissent, donc il y a une pollution intérieure qui s'installe et qu'il s'agit de réduire. Voilà, ça c'est le contexte occidentale, mais c'est vrai que c'est un contexte qui, c'est un contexte de pollution beaucoup plus faible que dans d'autres régions du monde, et donc un marché qui est en développement, mais en développement qui est en création, j'ai envie de dire. Il y a une sensibilité du public occidental qui se crée, et c'est un marché assez nouveau, sauf aux États-Unis où il est déjà développé depuis quelques années. À côté de ça, il y a des plaques économiques, culturelles qui explosent en termes de marché de la purification de l'air. D'abord la Chine, qui représente aujourd'hui plus de la moitié du marché mondial des purificateurs d'air, parce que eux sont dans une situation bien connue, particulièrement critique de qualité de l'air. Et là, c'est bien, le contexte est différent, c'est bien la pollution extérieure qui, par la ventilation naturelle ou forcée, rentre à l'intérieur des bâtiments et grosso modo, si vous voulez une échelle, il y a au moins 30% de la pollution extérieure qui rentre. C'est-à-dire que quand Pékin a un pic de pollution à 600 PM2.5, la densité de particules fines à 600, on se retrouve à l'intérieur avec 200. Donc on se retrouve à l'intérieur avec beaucoup plus qu'une alerte qu'une alerte à Paris. Et ça, moi, j'ai pu le constater. J'étais il y a 2 semaines à Pékin. On n'était pas à 600, on était à 300, mais on avait plus de 100 dans n'importe quel bâtiment, même de bonne qualité. On avait une pollution intérieure. Donc ça, les gens ont à lutter contre ça, et le focus est en particulier sur cette pollution aux particules. Et c'est une préoccupation qui se développe dans d'autres régions du monde, en Inde, qui est encore plus polluée que la Chine dans certaines grandes villes, et qui est un marché en plein développement. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en gros, toutes les capitales, y compris Ulaanbaatar en Mongolie, toutes les grandes métropoles dans les pays non occidentaux sont polluées, et en particulier aux particules, qui est vraiment le problème de santé publique numéro 1 dans le monde, c'est l'OMS qui le dit. Sur cette question grave, je vous pose une question qui peut peut-être paraître un peu politique, mais
Est-ce que vous pensez que sur ces alertes et ces questions de qualité de l'air, il y aurait un jour une même type de class action qui a pu avoir sur l'amiante, par exemple? C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que on court dans un système d'irresponsabilité par rapport à ce problème, ou est-ce que on prend les choses en main quand même, néanmoins? Je pense que les choses, partout dans le monde, sont prises en main maintenant. On n'est plus du tout dans l'irresponsabilité, on est dans la prise de conscience totale au niveau des pouvoirs publics comme au niveau des institutions de recherche, des laboratoires dans le monde. Je vais pas mal sur des conférences de recherche ou autres dans le monde, et que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Europe et même en Inde maintenant, et la prise de conscience elle est totale. Les autorités publiques, y compris en Chine, ne cherchent plus à cacher les choses et sont au contraire dans la promotion d'une recherche pour mieux comprendre la pollution, la qualifier, la décrire, mieux en comprendre les effets et mieux la traiter. Voilà. Avec une préoccupation partagée qui est certes purifions l'air des bâtiments, mais n'alimentons pas un cercle vicieux qui est d'augmenter la consommation d'énergie des bâtiments et donc d'augmenter les émissions de pollution par l'activité, ne serait-ce que de production d'énergie. Revenons à votre sensibilité de créateur d'entreprises à forte valeur ajoutée d'innovation et les States. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce grand continent américain? Bon, on ne va pas revenir évidemment sur l'élection de Trump et sa capacité peut-être à prendre une distance. Mais ce qui est important, c'est le tissu local, c'est-à-dire l'innovation qu'il pourrait y avoir et qu'il y a, bien sûr, sur toutes ces techniques innovantes pour l'environnement. Comment sentez-vous le marché là-bas? Alors le marché, dans notre cas, il va nécessiter de concevoir un produit particulier, ce sur quoi on travaille, mais ce n'est pas un marché qu'on compte pénétrer avec notre produit actuel. Et c'est une question réglementaire ou... Non, c'est une question mixte, mais c'est également une question de spécification produit par rapport aux attentes de ce marché-là. Mais je dirais que c'est périphérique à notre cœur de technologie. C'est surtout qu'il nous faut un produit connecté, il nous faut un produit avec un design qui est plus dans les canons de beauté qu'on va trouver aux US. Et c'est un sujet sur lequel on travaille, mais on n'a pas encore le produit pour y aller. Ensuite, c'est un marché qui est coûteux à pénétrer. Donc nous, notre stratégie internationale, on est Tekoya dans son histoire est génétiquement, je veux dire, orienté vers la Chine, parce que le cofondateur de Tekoya avec moi est d'origine chinoise, français, citoyen français, mais d'origine chinoise, et nous, dès le départ de Tekoya, on s'est dit, on essaie de se développer dans un premier temps sur deux marchés. La France, parce que c'est notre marché domestique, c'est là qu'il faut asseoir notre crédibilité, et la Chine pour dégager un chiffre d'affaires suffisant pour développer une entreprise. C'est grosso modo ça. Les autres marchés, ce sera par priorité de taille et de pertinence de notre produit, mais également, ce sera, je trouve plus le mot, mais ce sera pragmatique par rapport au partenariat qu'on va pouvoir montrer pour développer ce marché-là intelligemment. Et quand je dis ça, je pense aux États-Unis, mais je pense également au Mexique, je pense à l'Inde, je pense à certaines plaques d'Asie du Sud-Est, etc. Très bien. Alors, ce sera ma dernière question. Évidemment, en rejoignant le Club ADEME, qu'en attendez-vous précisément? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, ça va fonctionner comme ça, et pour viser tel pays, par exemple? Alors, j'en cherche du réseau avant tout, du réseau de partenaires qui vont me permettre de trouver des relais de commercialisation, peut-être des relais d'industrialisation, etc. Mais c'est vraiment du partage d'expérience sur le commerce international, y compris la logistique, etc. Il y a plein de problématiques dans ce registre-là.
premièrement. Et deuxièmement, parce que même si aujourd'hui nos produits sont très orientés grand public, des appareils portables qui s'expédient via Internet ou qui s'achètent en boutique, on travaille également sur du produit qui serait plus orienté pour de l'équipement de bâtiments, bâtiments tertiaires en particulier. Et peut-être que ces produits-là pourraient répondre à plus des modèles d'appel d'offres ou de ce genre de structure de marché, voilà, du business plus B2B. Et je pense que dans ce registre-là, l'ADEME international pourra nous aider également. Eh ben, écoutez, en tous les cas, Pierre Guiton, merci beaucoup. En tous les cas, c'est très intéressant d'avoir un acteur plutôt business to consumer, c'est-à-dire avoir la sensibilité d'un client grand public final. C'est très intéressant au milieu de tous les autres, je dirais, membres du Club ADEME. Et on vous souhaite bien sûr beaucoup de réussite et à très bientôt. Merci. Merci.